Début 2020, rien ne va plus entre les États-Unis et l'Iran. Il a annoncé, le président américain, l'ordre d'abattre l'un des personnages les plus influents d'Iran, le général Qassem Soleimani. Une attaque qui sonne comme une déclaration de guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est un crash dramatique qui a fait 176 victimes hier matin tout près de Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé ses regrets, excuses et condoléances, tout en soulignant que Washington n'était pas étranger à ce drame. Dans ce contexte, Donald Trump s'est même beaucoup énervé sur Twitter. Si l'Iran frappe des Américains ou des intérêts américains, nous avons déjà dans le viseur 52 sites iraniens. Et ce chiffre de 52, il ne sort pas de nulle part. Ce chiffre représente les 52 otages américains retenus par l'Iran il y a plusieurs années. Cette prise d'otage dont parle Donald Trump est un épisode fondamental dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran. Elle symbolise une rupture historique entre les deux pays. Elle explique comment on est passé de ça I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. And I extend to you, Mr. President, my warm wishes for the happiness and prosperity of your great and noble nation. à ça. One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو. Pour comprendre comment les États-Unis et l'Iran sont passés de très proches partenaires à ennemis mortels, il faut remonter aux années 50, en pleine guerre froide. À ce moment-là, les États-Unis cherchent à avoir le plus d'alliés possible, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Le but est simple, limiter l'expansion du communisme. Et c'est en 1953 que le rapprochement Iran-États-Unis commence. Cette année-là, un coup d'État est organisé contre Mohammad Mossadegh, le chef du gouvernement iranien. Et comme elle l'a confirmé en 2013, la CIA, et donc les États-Unis, étaient impliqués. Il faut dire que 2 ans auparavant, Mossadegh avait nationalisé le pétrole iranien, ce qui signifie que les sociétés privées étrangères ne pouvaient plus faire ce qu'elles voulaient avec les ressources pétrolières de l'Iran, ce qui ne plaisait pas vraiment aux États-Unis. Mais les Américains n'étaient pas les seuls à vouloir le départ de Mossadegh. En réalité, les choses sont plus complexes et il y a très probablement eu l'intervention du clergé chiite iranien pour décider la foule à venir manifester contre Mossadegh par peur du communisme. En tout cas, les Américains étaient perçus comme les auteurs de ce coup d'État et ils se sont installés en Iran comme des maîtres. À l'issue de ce coup d'État, l'homme fort de l'Iran, c'est lui, Mohammad Reza Pahlavi, le Shah, c'est-à-dire le roi de l'Iran. Si avant 1953, c'était un souverain sans rôle politique majeur, le coup d'État le consacre comme leader du pays. Et étant donné que les États-Unis étaient impliqués dans le coup d'État, le Shah et les États-Unis s'entendent très bien. À ce moment-là, les deux pays coopèrent diplomatiquement, économiquement et militairement. Bref, c'est super. Les États-Unis sont donc très contents que le Shah dirige l'Iran, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le Shah avait une conception très personnelle du pouvoir, très autocratique, et il avait durci son régime en 1975 en établissant un régime de parti unique. Il avait durci la censure, durci le régime des prisonniers politiques. Résultat, en 1978, une révolution éclate. Parmi les opposants au Shah, il y a 2 tendances principales. D'un côté, une tendance religieuse, conservatrice et anti-occidentale. Et de l'autre, une tendance libérale, démocratique et plutôt pro-occidentale. Ces 2 groupes ont des projets bien différents pour la société iranienne, mais ils ont une revendication commune, le départ du Shah.
Devant l'ampleur de la contestation, le Shah finit par quitter le pays le 16 janvier 1979. Très malade, il se réfugie aux États-Unis. À ce moment-là, la révolution n'est pas encore terminée. Les différents groupes révolutionnaires sont encore dans la rue, et étant donné qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la relation que l'Iran doit avoir avec les États-Unis, la question n'est pas encore tranchée. En 1979, c'est donc le chaos en Iran. Et cet homme va en profiter, l'ayatollah Khomeini. C'est le leader de la tendance révolutionnaire religieuse. Il est lui-même chef religieux, très puissant et mobilisateur. Dans les années 60 déjà, il s'était imposé comme opposant au Shah, qu'il avait contraint à l'exil. En plein milieu de la révolution, Khomeini revient en Iran et nomme un gouvernement provisoire qui remplace rapidement les institutions existantes. Afin de rassembler le peuple iranien, Khomeini décide stratégiquement de placer à la tête de ce gouvernement une des figures de l'autre tendance révolutionnaire, Mehdi Bazargan. Bazargan a envoyé des signes aux Américains comme quoi il voulait maintenir un haut niveau de collaboration dans le domaine militaire notamment, et y compris aussi dans le domaine économique. Bazargan croyait qu'il avait besoin des Américains pour se protéger des Soviétiques. En cette fin d'année 1979, tout va donc plutôt bien entre l'Iran et les États-Unis. Mais tout bascule le 4 novembre. Des nouvelles dramatiques nous viennent de Téhéran. Plus d'une cinquantaine de personnes de l'ambassade des États-Unis en Iran sont retenues en otage par des centaines d'étudiants et des gardiens de la révolution islamique. Les ravisseurs disent qu'ils ne rendront les otages que si les États-Unis leur livrent le Shah d'Iran qui se trouve dans une clinique américaine après une grave opération. Ces étudiants, qui retiennent les fameux 52 otages américains, font partie de la tendance religieuse et ils demandent à Khomeini de les appuyer, ce qu'il accepte afin d'asseoir son pouvoir politique. Et ça va avoir plusieurs conséquences. La prise de l'ambassade comme un levier international pour s'imposer dans le monde musulman et dans le tiers-monde comme le leader révolutionnaire par excellence, qui était capable de tenir tête aux Américains. Et puis, les preneurs d'otages vont découvrir des documents compromettants, ce qui va complètement secouer la politique interne du pays. Ces documents montraient les contacts que les libéraux, pas seulement le gouvernement de Bazargan, mais des intellectuels ou des gens qui pensaient que les Américains de toute façon resteraient là, des contacts que les libéraux avaient avec les Américains. Et alors qu'une des revendications révolutionnaires était justement de se libérer de l'influence américaine, ces collusions sont très mal vues par la population. Résultat, Bazargan démissionne. Et moins d'un mois plus tard, la nouvelle constitution iranienne est adoptée. Khomeini devient guide suprême, c'est-à-dire le chef religieux et politique de l'Iran à vie. C'est donc Khomeini qui devient l'homme fort du pays, et c'est la fin de l'entente entre l'Iran et les États-Unis. En 1981, l'Iran et les États-Unis parviennent à un accord. Les otages sont libérés et en contrepartie, les États-Unis s'engagent à restituer les biens du Shah et à dégeler les avoirs iraniens bloqués depuis le début de la crise. Mais c'est encore aujourd'hui un traumatisme et une humiliation pour les Américains. Et c'est bien cet événement-là qui est à l'origine des tensions entre les États-Unis et l'Iran depuis plus de 40 ans. Axis of evil. The whole Iran deal is the dumbest deal that you can imagine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, en 10 minutes, on n'a pas pu faire le tour de la question des relations entre l'Iran et les États-Unis. Mais si le sujet vous intéresse, on vous a mis en description les liens vers nos autres vidéos qui en parlent, et il est assez certain que nous en ferons d'autres.